Alors aujourd'hui, j'attends Marie-Christine Liorca, pédagogue, docteur en sciences de l'éducation, devant le lieu culturel de mon quartier qui s'appelle la maison Baba Yaga, à Toulouse. C'est une vieille demeure typique toulousaine, auquel personne ne faisait vraiment très attention, jusqu'à ce qu'elle soit transformée par le collectif d'artistes Salade Suprême. Depuis qu'elle a été investie par ce collectif d'une cinquantaine d'artistes, tous les passants s'arrêtent pour la regarder. Et puis on peut entendre des « waouh, c'est génial !» On se croirait dans un décor de dessin animé. Il faut dire que la façade est rose, mauve, bleu vif, bleu électrique, vert vif. Et puis il y a comme une espèce de tube en fil de fer modélisé qui descend de la fenêtre du premier étage pour aller jusqu'au sol. On a vraiment envie d'en savoir plus, de connaître les artistes, leurs œuvres. On a envie d'entrer dans cet univers particulier pour comprendre la magie du lieu, pour participer aussi éventuellement à l'élaboration de cette œuvre immense. Alors voilà, au fil de notre déambulation, nous allons tenter de comprendre comment l'espace influence nos envies d'apprendre et comment l'espace peut aussi s'adapter aux activités d'apprentissage. Bonjour Marie-Christine. Déjà, je suis arrivée devant la maison des Baba Yaga que je ne connaissais pas. Et est-ce que ça me transforme un peu? Peut-être. Alors moi, je suis un pur produit de la pédagogie. Je suis passionnée, moi, de voyage apprenant, de qu'est-ce qui se passe ailleurs pour voir comment ça marche, de forum de la pédagogie et d'animation d'équipes dynamiques comme la Timago. Pourquoi tu t'intéresses aux espaces d'apprentissage plus précisément? Alors, je m'intéresse aux espaces parce qu'en fait, on apprend tout le temps en contexte, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et ces contextes, ils sont sensibles, kinesthésiques, on bouge dedans. Alors, des fois, on est impatient de bouger dedans, d'ailleurs. Et l'espace n'est pas forcément repéré comme il y a un effet. Et on va parler d'effet nudge, je ne sais pas exactement comment on prononce, mais en tout cas avec le fait que l'organisation, la façon dont c'est disposé, a un effet, a une influence sur nos comportements. Par exemple, tu as 2 zones de couleurs, on va les percevoir, et elles vont nous influencer pour aller dans un sens ou dans un autre. C'est un peu imperceptible, mais en fait, ça nous oriente. Mais surtout, je m'y intéresse depuis très longtemps, parce que j'ai eu des pratiques de danse contemporaine et de théâtre de rue. Et là, l'espace, on peut pas faire sans. Et il y a comme 3 dynamiques. Tu as un espace, tu le prépares, tu as une intention. Ou alors, tu vas t'y adapter, il est comme il est, mais tu vas pouvoir aussi le hacker. Tu vas le détourner son usage. Et en fait, ces 3 dynamiques m'intéressent particulièrement. Là, on rentre à l'arrière, par l'arrière de la maison. Donc là, on arrive dans le couloir. En fait, c'est comme comment on pourrait dire, c'est très immersif. C'est-à-dire, ça arrive au-dessus de nous. Une masse rouge, finalement, à 2 visages. Et 2 mains, 2 visages bleus et 2 mains bleues. Et tu l'appelais le monstre de douceur. Et je trouve que c'est intéressant parce c'est un peu inquiétant et en même temps, on a envie de se lever dedans. Voilà. Donc, ça donne cette sensation en bout de couloir. C'est un doudou géant rouge. Waouh. C'est lui que moi j'ai appelé le monstre de douceur, mais en réalité, il s'appelle Mama Yaga. Mama Yaga. Qui a été fait par Noël Camus et Maxime Piccoli. Effectivement, nouveau, ça donne envie et ça donne une atmosphère, une sensation mixte, inquiétant, rassurant, là, en l'occurrence. Alors, c'est quoi l'influence des espaces dans lesquels on évolue sur l'apprentissage? Alors là, je pense à l'apprentissage des adultes, qui est peut-être pas la même influence sur l'apprentissage des enfants. Disons que l'adulte va avoir peut-être des besoins qu'il repère, tu vois, déjà. L'enfant va lui proposer. Et on peut peut-être parler, il y a un besoin d'interaction, aujourd'hui accru chez l'adulte,
le fait de pouvoir collaborer facilement, de discuter pour résoudre des situations, tu vois, de discuter à plusieurs. Ça peut être soutenu par la flexibilité des espaces. Ça va être vraiment un maître mot, la flexibilité des espaces. La présence de zones collaboratives où tu sens, en tant qu'adulte, que tu peux aller vers sans trop de difficultés. Tout ce qui sera mur écritoire, tu vois, des murs écritoires pour produire, soit en petits groupes, soit de façon plus élargie. Et du coup, le travail sur l'acoustique va extrêmement contribuer à la capacité à travailler ensemble sans que ce soit trop bruyant. C'est le problème des open space d'ailleurs aujourd'hui. Et après, corollairement, l'adulte a besoin de temps calme, de temps de retrait où tu peux éventuellement passer des coups de fil parce que tu n'as peut-être pas envie d'être en formation en continu, tu vois, dans un espace-temps. Et là, tu vas voir le modèle de Rosanne Bosch qui va parler de grotte. Sinon, on va voir toutes ces cabines un peu isolées. Et Steelcase a créé des tentes un petit peu atypiques et insolites qu'on met dans des espaces de travail. Après, j'avais envie de parler d'un troisième besoin, peut-être, c'est tout ce qui est confort, plaisir d'être là. Et dans le confort, on va avoir tous les travaux sur la biophilie. Alors la biophilie, ça a été défini comme un besoin naturel de l'individu à aller vers la nature dans les années 80. Le besoin naturel aujourd'hui est remis en cause, mais tu vois, ça va être tout ce qui est lumière naturelle. Par exemple ici, le fait que ce soit lumineux va donner envie. Tout ce qui est le renouvellement de l'air, par exemple le fait que ça puisse être aéré. Ici, une des difficultés, c'est qu'on a la moquette qui est très poussiéreuse. Et suivant les apprenants, ça peut être gênant pour se concentrer sur les apprentissages. Moi, j'en fais partie, par exemple. Les plantes, parce qu'elles renvoient à la nature, donc les plantes dedans, dehors, et la vision sur les plantes dehors. Ici, c'est très important d'avoir une vue sur le jardin depuis les fenêtres. À la fois, ça reconcentre et ça redonne du plaisir dans l'apprentissage, la vision sur les plantes. L'accès à l'eau, alors ça a l'air bête, mais au Québec, par exemple, on ne va pas chercher de l'eau aux toilettes. Chez nous, oui, souvent. Donc, il y a des fontaines à eau et des accès à l'eau faciles, à la fois pour se faire un thé, mais pour aussi se régénérer en buvant de l'eau, sans que ce soit associé, tu vois, à l'endroit où, bon, les toilettes, c'est pas un endroit joyeux. Et tout ce qui est matériaux, bois, là ici le plancher, ça va être inspirant, mais aussi les sons, les parfums. Ouais, tu vois, c'est tout ça qu'on va appeler la biophilie. Et du coup, tu peux, soit le lieu est porteur de ça, soit tu peux l'installer en ayant une intention pédagogique. Par exemple, tu vas faire des travaux de groupe et faire passer des chants d'oiseaux. Les gens vont pas s'en rendre compte, mais le type de production en est modifié. Voilà, en gros, tu vois, c'est ce type d'environnement qui est en deçà même du bâti, finalement. C'est qu'est-ce que tu installes dans un environnement d'apprentissage. Bon, à peu près, d'autres choses à dire. C'est l'essentiel qui me parle. Waouh, alors là, on a une pièce avec des... Comment on pourrait dire? C'est des affiches. Des affiches de rue? Des affiches de rue. De quartier? Voilà, comme si c'était des tags, mais en fait, c'est des petites affiches à 4. Un peu toutes avec le même patte graphique. J'organise une petite fête. Cherche balade. Cordialement. Avec un paradoxe. Visuel, oui. Visuel. Qu'on va pas décrire. Voilà. Et une énorme tête en papier mâché, on pourrait dire visage, qui sort du mur. Enfin, qui est en relief par rapport au mur. Alors, qui fait un peu peur quand même. Qui fait un peu peur. Alors, par exemple, moi, dans cette pièce, j'aurais pas forcément envie d'apprendre quelque chose. Je me sentirais un peu menacée par les visages. Donc, la sensation de confort et de quelque chose de rassurant pourra jouer sur une envie d'apprendre. D'ailleurs, quelqu'un lui a un peu appuyé sur le nez. Alors, il y a un petit passage. Voilà. Avec une flèche, d'ailleurs. Ouais, ça, c'est marrant. Juste les mains, la berque, qui ont l'air de m'attraper par les cheveux. Oui, il y a des univers qui sont pas toujours rassurants, qui se mêlent avec d'autres univers super graphiques, intéressants.
En fait, c'est quelle est la fonction voulue d'un lieu. Si là, on veut que ce soit un lieu d'expo, où on va être en immersion dans des environnements différents, ben ça marche. C'est-à-dire qu'on se balade de pièce en pièce, ce qui est un peu le projet des musées, finalement. Tu vois, ou des expos. Si tout à coup, je me dis, qu'est-ce que c'est un lieu apprenant? Ben, il y a, par exemple, les paramètres de ça a l'air dangereux, off, ça va limiter. Ça a l'air inconfortable, c'est où est-ce que je peux me poser pour réfléchir, pour collaborer, ça va limiter. Tu vois, tu as presque des non-critères, j'ai envie de dire, par rapport à ce que ça inspire l'apprentissage. Par contre, ça peut inspirer des idées que je vais collecter pour en faire quelque chose. Mais pas forcément me poser là pour sereinement apprendre. Voilà. Mais ça peut être un lieu d'inspiration très fort, par contre. Si c'est dans une consigne du style comment créer quelque chose en s'inspirant de ce lieu. Oui. Voilà. Et peut-être d'y reproduire dans le jardin, qui est plus rassurant. Tu vois ? Je vais aller me balader ailleurs. Comment les tiers-lieux, comme celui-ci, qui est un tiers-lieu culturel, contribuent-ils à l'acquisition de compétences ou de savoirs ? Ben, c'est intéressant de dire-le parce que c'est particulier, tu vois. Aujourd'hui, on parle de tiers-lieux apprenants depuis quelques années, mais de plus en plus aujourd'hui. Et en fait, un tiers-lieu, ici ailleurs, pour moi, ça combine bazar et organisation. Et quand on y entre, bon là, il n'y a pas des gens, il y a le lieu juste, mais ça bruisse, ça vit, tu vois, et c'est un bazar attractif, coloré, il y a du mouvement, des gens, une ambiance de ruche un peu, tu vois, de ruche en général joyeuse en plus. C'est-à-dire ça dégage quelque chose de plutôt sympa. Mais un tiers-lieu a aussi des fonctions, une ou des fonctions. Et s'il a la fonction de faire acquérir des compétences, en ce sens-là, il y a une organisation. Donc, c'est ce mélange que je trouve intéressant, mais qui est difficile à tenir entre le bazar et l'organisation. Bon. Après, c'est immersif. Alors là, on le voit. On est on est forcément immergé dans une atmosphère, un environnement. Et dans les Fab Labs, puisque tu as parlé des Fab Labs, la modalité est plus immersive qu'une formation hors tiers-lieu. Parce qu'en fait, les matériaux sont là, ils sont souvent pas rangés puis sortis, tu vois. Ça, c'est une caractéristique, je trouve, des tiers-lieux. Et il y a une espèce de présence perceptive. Tu perçois qu'on pourrait faire des choses. C'est un peu toujours ce que je disais, mais... et ça rejoint, tu vois, cette histoire de main à la pâte. Et la main à la pâte, c'était le nom d'un programme d'acquisition des sciences qui a plus de 30 ans déjà. Vraiment, c'est pas nouveau. Et on sent qu'on peut essayer, tâtonner, se tromper, expérimenter, écrire, gommer, que c'est pas souligné en rouge, tu vois, et que c'est pas forcément fait dans un ordre préétabli où tu as un formateur qui te délivre les matériaux. Donc il y a une espèce d'espace-temps synchrone qui est intéressant. Tout est là en même temps. Et du coup, la posture des animateurs doit être facilitante. Et là, je sais pas trop ici, puisqu'on n'assiste pas à un moment vivant, hein, tu vois, dans ce tiers-lieu. On est en autonomie ici, complètement. Voilà, là, on est en autonomie. Dans des tiers-lieux type Fab Lab, il y a des animateurs. Ouais. Et du coup, ces animateurs, l'enjeu, c'est qu'ils soutiennent les projets des apprenants, qu'ils les comprennent et qu'ils les accompagnent à l'acquisition de compétences. Et cette posture, tu vois, pour moi, elle est bien, mais peut ne pas suffire s'il manque justement une scénarisation pédagogique qui soit souple, adaptative, mais pré-pensée. Ça peut être ça la difficulté d'acquisition des compétences dans le tiers-lieu. Et après, ce qui est super dans les tiers-lieux, c'est le collectif que tu n'as pas forcément dans de la formation plus ordinaire. Le collectif, il est présent et il faut le solliciter pour produire. Un des enjeux, c'est ce qu'on pourrait appeler l'accueil. Tu vois, dans un tiers-lieu, qui peut rater ou réussir. Parce que pour passer la porte d'un tiers-lieu, il faut être très autodéterminé, en simple, très dans ses baskets et pas avoir peur d'aller vers les gens. Ouais. Et en fait, c'est pas forcément la caractéristique des gens éloignés de la formation qu'attendent les tiers-lieux. Et du coup, comment on t'accueille ? Si on t'accueille pas, tu vas avoir du mal à te sentir à l'aise dans ce lieu bruissant de choses, mais où tu es finalement timide à t'en saisir. Et bon, il y a des expériences en cours en Occitanie là qui sont rassemblées par la Rosée. Tu essaies de voir justement qu'est-ce qui sera facilitant.
Là, on est dans une salle où il y a des fauteuils et qui donnent envie de s'y asseoir pour le confort. Ah, super. Voilà. Alors là, on pouvait parler d'inclusion, puisque c'est des fauteuils qui paraissent un peu anti-inclusion. Tout est à moitié penché. Comment ces espaces finalement peuvent être inclusifs qu'est-ce qui les rend inclusifs tu vois, dans l'inclusion, on pense d'abord à l'inclusion physique. Et c'est important. Et dans l'inclusion physique, en fait, ce qui va vraiment la faciliter, c'est tout ce qu'on peut appeler démarche test avec l'usager. Et c'est pas si répandu que ça. C'est-à-dire que souvent, les lieux sont construits, les murs, puis les aménagements de dedans, par rapport à un imaginaire ou à une norme, même d'espace flexible, tu vois, qu'ont les commanditaires et les aménageurs d'espace. Et ça rate. Parce qu'en fait, quand les gens sont dedans, eux, ils ont une bonne perception de l'usage. Donc, plus tu fais des allers-retours en fait de co-construction. Et il y a pas longtemps, j'ai accompagné un CFA et on a pu faire du maquettage des espaces pour donner une info aux archis qui en retour te donnent des contraintes parce que toi tu les connais pas. Et donc c'est ces allers-retours archi-usagers qui font que quand c'est déposé, tu vois, le plan, les plans sont déposés, eh ben on a quelque chose qui va satisfaire tout le monde. Et après, je pensais à autre chose, c'était dans les meubles. Donc dans un lieu qui accueillait les enfants et les parents à Montréal, c'est un petit peu comme le coin sous l'escalier. Ils avaient créé dans le faux plafond en haut un lieu où seuls les enfants pouvaient aller. Donc là, il avait aucun adulte pouvait, sinon tout s'écroulait. Donc c'était fait pour les enfants. Et à contrario, des super chaises à roulettes pour des ados de CFA qui écroulaient les chaises, les mettaient en difficulté d'apprentissage. Parce que du coup, il a été choisi autre chose, des chaises larges, légères, solides, et on avait enlevé la passion de la roulette. Tu sais, l'espèce d'attraction pour la roulette qui, roulette égale modernité. Tu vois? Donc là, c'est à faire avec. Et après, il y a un autre point qui me paraissait important pour que ce soit cette histoire d'intégration. Ce que je citais tout à l'heure, peut-être parler d'inclusion cognitive. C'est-à-dire, tu vas avoir des besoins de calme, de collectif, de sortir, de prendre l'air, de discuter fort, pas fort. Et si tu penses pas aux variations des espaces, ben finalement, l'inclusion cognitive, si tu la rates, elle limite l'apprentissage. Et puis, l'inclusion culturelle, elle est drôlement importante parce que sinon, les gens ne se sentent pas habilités à se saisir du lieu. Et c'est pas évident. Alors, en Australie, par exemple, ils travaillent pas mal sur des fresques faites avec les apprenants quand le bâti est fait pour qu'à l'accueil, les couleurs, les fresques, etc. rendent compte, voire même ils donnent les noms des écoles ou des lycées pour que les gens se sentent chez eux. Et ça, c'est pas tant travaillé que ça, j'ai l'impression, chez nous. Tu vois, l'inclusion culturelle, je sais pas, faudrait voir. En tout cas, tu peux renforcer ce sentiment d'inclusion en concevant les espaces, pas seulement déjà en le concevant pour les publics, mais avec les publics. Et ça va faire la différence. Alors ça prend plus de temps, plus d'allers-retours, c'est pas très satisfaisant des fois pour des commanditaires et des financeurs qui ont des calendriers de dotation de meubles. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Toujours ce CFA, on a fait une salle expérimentale avant de faire les salles définitives, où les enseignants venaient tester ce que les meubles leur donnaient envie de faire et mettre en place des scénarios d'apprentissage différents dans cette salle. L'idée étant d'améliorer la pédagogie et les lieux. Tu vois, ça va un peu plus loin, on peut aller un peu plus loin. Est-ce que le lieu peut faire modifier la pédagogie ? Est-ce que une pédagogie peut être inventée grâce à un lieu, finalement ? Bonne question. En fait, tu vois, si tu as une pédagogie, comment on va dire, transmissive, le lieu idéal, c'est l'amphi. C'est l'amphi et les tables rangées. Tu vois, parce qu'en fait, c'est économique. Tu peux délivrer le même message à un nombre infini de gens, comme les masterclass en numérique, par exemple, qui n'ont pas besoin de bouger et d'interagir pour apprendre.
Donc, tu vois, en fait, il y a des configurations d'espace qui collent bien avec des projets pédagogiques. Mais dès que tu veux quelque chose qui soit actif, c'est-à-dire où les gens réfléchissent, interactif, où ils travaillent ensemble, les espaces, en gros, il vaut mieux qu'ils soient flexibles. Bon, alors pour répondre à ta question, quand tu arrives dans un lieu, il peut, suivant sa configuration, tu vois, qui va, on l'a vu tout à l'heure, donner envie, faciliter, pouvoir être modifié aussi. À nouveau, cette flexibilité, te donner des idées. Et en particulier, des idées qui arrivent en ce moment, c'est tout ce qui est en dehors de la salle qui était dédiée à la formation. Tu vois, au Québec, ils parlent de contre-classe. Tu as la classe et la contre-classe. Tout ce qui est informel, alors, ça va du formel à l'informel, tu vois. Dans le formel, ça sera dans le couloir, il y a des tables installées exprès. Mais dans le couloir, il y a le couloir. Là, c'est informel. Et par contre, pour qu'il soit saisi par les gens, on va mettre des prises qu'il n'y avait pas. On va mettre une Wi-Fi qui marche partout, qui est gratuite, accessible. On va aider les gens à utiliser le numérique, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement, se saisir aussi de l'informel. Mais ça veut dire que ton scénario, il va prévoir dans la salle de formation, mais il va regarder tous les espaces qui sont autour. Donc, le couloir. Nous, on n'a pas trop de toits, mais ils ont pas mal de toits terrasses, même en Australie, tu vois. Les toits, les jardins, les parcs, si je m'éloigne. Le parc là-bas. Ouais. Et dans la formation adulte, en l'occurrence, on peut, si tu fais une espèce de visite élargie de ton espace, hors la salle de formation, dans ton scénario, tu peux te dire, waouh, qu'est-ce que je pourrais leur proposer de faire où? Ça, tu vois, c'est du formateur vers les apprenants. Et après, un truc très intéressant à faire, c'est raconter ton scénario pédagogique de la journée, mettons, aux apprenants et dire, vous le verriez se dérouler dans quels espaces qui sont autour de nous. Ouais. Et donc, on s'accorde sur l'usage des espaces. Et là, tu vois, waouh, ça élargit tellement par rapport à une salle de formation telle qu'on en a l'habitude. Donc, tu vois, il y a une espèce d'aller-retour entre l'espace va me donner des idées et moi, en voyant l'espace, je vais avoir des idées pédagogiques. Et je vais... Et on fait une espèce de co-construction qui intègre l'espace comme un paramètre pédagogique. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu. Et là, on va parler plutôt d'environnement d'apprentissage. Et on va voir l'espace, la pédagogie choisie, les interactions sociales, tu vois, et ce qu'on peut appeler un écosystème numérique, parce que l'écosystème numérique, dans l'espace, il est super important. Oui, alors ça me fait penser à cet environnement numérique de salle. C'est plus qu'une salle, c'est un environnement d'apprentissage numérique qui s'appelle Gather.town, qui est fait pour des formations assez longues, ou avec des apprenants qui sont tous à distance et qui viennent se réunir sur un espace où il y a des salles de réunion, il y a une salle de restauration, il y a un accueil même. Et alors on peut se déplacer dans cet univers qui est un peu l'univers du jeu, très pixelisé. Et puis on voit qui est là, qui fait quoi. Tiens, lui il est au bureau, il est occupé, je veux pas le déranger. Ah mais là je peux avancer comme dans un jeu vidéo, j'avance et je vais dans la salle de réunion pour travailler avec des collègues. J'ai un tableau blanc que je peux allumer, je peux partager mon écran. Alors là, ça allume ma caméra, on voit mon visage, je partage mon écran. Et puis, on peut aussi aller à la salle à café, avoir des discussions informelles. On se dit, ah bah tiens, il y a un tel qui est à la salle à café, vite, justement. Ouais, hyper drôle. Voilà, t'as un avatar qui se déplace dans ce jeu et tu peux allumer ou pas ta caméra selon ton activité, l'activité que t'as choisi de faire. Donc, t'as l'impression d'être comme en entreprise, sauf que t'es dans un univers complètement recréé. T'es en pyjama derrière ton écran, ouais, tout à fait. Et ça, en tout cas, ça contribue à faire naître une communauté apprenante. Ouais. Et donc, on a besoin d'un espace qui dépasse, tu vois, les petites vignettes alignées de Zoom, qui sont pas du tout en 3D. Enfin, je suis pas en 3D dans un déplacement. Oui, et puis bon, voilà, c'est toi qui choisis aussi, c'est toi qui es moteur de ton déplacement, de ce que tu veux faire. Si tu veux te réunir pour travailler collaborativement avec ton équipe, c'est toi qui le décides. C'est pas le formateur qui va te mettre dans une salle,
d'où tu ne peux pas sortir. Ça peut être un outil complémentaire aux travaux justement collaboratifs ou autogérés que tu as souvent en formation dans les temps qui sont pas encadrés par le formateur. Tu vois, tu as une consigne de production, par exemple, autogérée. Ça serait intéressant de voir, tu vois, ça, comment ça vient dans les modalités se combiner comme étant une autre modalité, finalement. Ouais. Parce que sinon, tu vois, je trouve que dans les formations à distance, donc on a des espaces qui sont celui où est le formateur et celui où sont chaque apprenant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer un morceau de l'espace de chaque apprenant, par exemple, en les faisant se présenter, en allant vite chercher un objet chez eux. Donc, ça met en fait quelque chose de leurs espaces, comme si tu imaginais 15, 20 petites bulles, il faut pas que les gens soient trop nombreux. Et du coup, hop, tu as un prolongement dans un espace physique. Mais d'ailleurs, dans cet espace virtuel, chacun a son petit bureau qu'il peut décorer lui-même. Ah, voilà. Donc il peut y mettre des plantes. Bon, c'est des objets pré-designés, donc il n'y a pas non plus un choix de fou. C'est les Sims. Tu peux choisir tes couleurs, voilà. Ton ordi peut être rose avec la plante verte au pot rose, ton bureau rose. Et là, tu vois, quand les Australiens parlent d'écosystème numérique, ils parlent en fait de l'accessibilité au numérique et en particulier à la qualité des ressources que nous, on a tendance à utiliser en distanciel, en dehors du présentiel. C'est-à-dire, on propose aux gens d'accéder à ressources sur une plateforme, mais quand nous, on n'est pas là en tant que formateur. Là, comme la pédagogie est modifiée, c'est-à-dire en gros, tu as 10% de consignes, 80% de production, 10% de débrief, alors que nous, on est très présent en transmissif. Oui. En présentiel, on donne de l'information. Là, avec ce modèle différent, les ressources numériques, dans une base de données qui pourrait être Moodle ou autre, sont consultées en présentiel par les apprenants. Donc, il y a des équipements avec des casques, les ordis sont là, les tablettes. Il y a ce que j'appelle un numérique intégré à l'apprentissage. Tu vois, c'est ça qu'ils appellent un écosystème numérique dans le présentiel. Ça veut dire qu'on a une forte place de l'usage du numérique dans tous ces états, j'ai envie de dire, en collaboration avec le formateur. Et nous, on ne fonctionne pas comme ça. Pas assez. Non. Donc, ça serait complémentaire d'environnement que tu viens de citer, tu vois, mais dans une multimodalité des apprentissages. Ouais. Alors, on va peut-être aller, il y a un bar. Ouais, on va au bar. Ouais. Donc, on va peut-être finir par aller boire un verre en bas. Le confort de l'apprentissage. Dans la cave. C'est plus l'accès à l'eau. Alors, redescendons. Alors, la buvette. La buvette, c'est important dans la formation, c'est l'espace de pause où tout se joue dans les discussions informelles. Bon, on a la chance d'accéder à ce lieu, c'est le dernier jour quand même. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes Quentin? Moi, je suis Quentin, du coup, avec qui on s'est du coup. On a échangé, ouais. Voilà. Heureux ou triste? On est content parce que c'est bien, ça se termine bien. Les retours sont hyper positifs, enfin, vraiment, on est... Et triste, bah, ça s'arrête. Et triste parce que ça s'arrête, mais en même temps, ça va laisser la place aussi à du coup de projets, d'autres acteurs. Ouais. Voilà,